originelle et fournit l'énergie nécessaire à la formation des particules de matière. Mais dans la recherche des plus petits éléments constitutifs de la matière, nous n'avons pu, jusqu'à aujourd'hui, mobiliser des concentrations d'énergie suffisamment importantes pour nous permettre de remonter au-delà du niveau des quarks. C'est pourquoi il nous est impossible d'imaginer ce qui s'est passé pendant le premier milliardième de seconde de l'explosion. Et nous n'aurons peut-être jamais l'image de l'instant zéro. Redouane Fakir, bonjour. Vous allez nous servir de guide comme Hubert Reeves et avec vous, on va continuer d'explorer. Est-ce qu'on peut partir de l'instant présent, de l'heure à laquelle on se parle, vous et moi, pour remonter jusqu'à l'instant zéro? Est-ce que vous pouvez décrire les grandes étapes? Alors, en partant d'aujourd'hui vers le passé, il y a une accélération qualitative des phénomènes qui se passent sur le plan cosmique. Pour la raison suivante, c'est que le cosmos, dans son histoire, ne suit pas un jalonnement par le temps, mais plutôt par l'énergie. Et l'énergie de l'univers varie beaucoup plus brutalement au début que vers la fin, par exemple, de nos jours. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu plus de bouleversements au tout début que pendant les 15 milliards d'années? C'est exactement cela, du moins du point de vue des cosmologistes qui font de la relativité générale et qui considèrent donc l'univers dans son ensemble. Alors, en partant par exemple d'aujourd'hui et en remontant pendant 15 milliards d'années, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ce sont les galaxies, comme on l'a décrit auparavant, qui prennent donc des distances vis-à-vis l'une de l'autre, si l'on veut. Et en remontant donc jusqu'au premier milliard d'années, là, on trouve le moment où les galaxies ont été formées. Avant cela, il n'y a pas de galaxies. Il n'y a aucune lueur dans le visible, il n'y a aucune étoile déjà allumée. C'est une ténèbre, si vous voulez, qui, comme ça, dure vers le passé jusqu'au premier million d'années. Alors, on va remonter encore plus vite, on va accélérer, pour reprendre votre terme, et on va aller au début. Alors, vous nous dites qu'il y a eu des bouleversements impressionnants au tout début, c'est la fameuse première seconde. C'est la première seconde, et la première partie de la première seconde reste donc voilée par le mystère de la combinaison de la physique quantique, donc la physique de l'infiniment petit, et de la relativité générale, qui est la physique de l'infiniment grand. Nous ne savons pas encore combiner ces deux choses, et c'est pour cette raison précise que la toute première étincelle, si vous voulez, reste un peu dans l'ombre. Oui, c'est de la physique et de l'orfèvrerie en même temps. Si je comprends bien, vous disséquez cette première seconde au moins en deux temps. Premier temps, on ne le connaît pas, le deuxième temps, on connaît. Dire qu'on le connaît est certainement très optimiste. Nous avons une idée, nous avons une connaissance un peu périphérique, si vous voulez, sur ce qui se passe dans la première partie, dans la deuxième partie de cette première seconde. Et la raison en est que les accélérateurs d'aujourd'hui portent la matière à des températures, à des énergies qui sont voisines, qui sont comparables aux énergies que connaît l'univers dans son premier 10 milliardième de seconde. Alors, sur la première partie que vous ne connaissez pas, celle qui est inaccessible, celle qui reste dans l'ombre, est-ce que vous avez quand même des axes de recherche? Il y a deux attaques du problème. La première, c'est d'essayer de résoudre véritablement le problème de la compréhension de l'espace et du temps, n'est-ce pas, et de la matière donc, qui est dans un état quantique que contient cet espace-temps. Ça, c'est un problème évidemment très, très difficile à aborder, et il y a un très grand nombre de groupes de recherche qui font cela aujourd'hui. Parmi eux, le groupe auquel j'ai contribué, qui est le groupe du professeur Unruh à Vancouver. L'autre approche, c'est de prendre des solutions approximatives aux problèmes qu'on ne sait pas résoudre, de faire des postulats sur ce que pourrait être la solution, et de construire des cosmogonies scientifiques, si vous voulez, basées sur ces approximations. Il y en a un certain nombre. Elles parviennent parfois à des niveaux de spéculation assez échevelés. Et c'est passionnant, il faut être prudent, mais il faut être aussi courageux sans être téméraire et aller de l'avant. Merci Redouane Fakir. En attendant de revenir avec vous et d'autres savants sur cette fameuse première seconde au cours du débat qui conclura cette émission, je vous propose de découvrir les outils que les physiciens utilisent pour étudier l'univers.